Il a fait faire des choses à des chiens sur moi et j'ai pas dit non. Mon cerveau, il était conditionné à ce que je ne dise pas non. Je ne savais pas dire non. On a reçu aujourd'hui Lydia Adjara, ancienne membre de la secte raélienne, pendant près de 20 ans. Alors tu dis être né de l'insémination de ta mère par un extraterrestre. Oui, j'ai appris ça quand j'avais 29 ans, lors de la deuxième rencontre avec ces êtres de l'espace. Comme on m'a inculqué que c'était le dernier des prophètes, le sauveur de l'humanité, j'étais fanatique de cette personne. Quand on est l'esclave, on se rend pas compte qu'on est l'esclave. Elle a été ce qu'on appelle dans la secte un ange doré. J'étais à son service dès qu'il le souhaitait. Il avait les faveurs de mon corps juste à lui et aux Elohim quand ils viendront sur Terre. Ouais, je pense que je faisais partie de ses proies. Raël a fondé une secte qui a proliféré dans le monde entier depuis 30 ans et qui est aujourd'hui au sommet d'une organisation extrêmement puissante, accusée de pédophilie et de dérive financière. Selon vous, on a tous des prédispositions à tomber dans une secte ? Tous. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour ça. Bonne vidéo. Tout le monde peut tomber dans une secte. Oui. On s'en rend compte quand on y est seulement ou quand on en sort. Quand on en sort. Vous aviez l'impression d'être libre ? Oui. Je suis Lydia Adjara. Mon livre s'appelle J'étais son esclave aux éditions City. On peut aimer son bourreau ? Complètement. Vrai ou faux, l'amour est la première arme d'un gourou. Oui. Vous aviez le droit de douter ? Complètement. C'est quoi la première chose qu'un gourou vous prend ? Mon âme. Vous préféreriez désobéir ou décevoir ? Désobéir. Raël, c'était un visionnaire ou un prédateur ? Un prédateur. C'est quoi le plus grand mensonge de Raël ? Lui-même. Le sexe, c'était de la liberté ou de la domination ? Sous couvert de liberté, de la domination. Vrai ou faux, on ne quitte jamais totalement une secte ? Vrai. Michel Houellebecq est raélien ? Vrai. Le mouvement raélien est-il progressiste ? Aucune idée. Les réseaux sociaux, c'est des sectes qui s'ignorent ? Oui. Vous avez peur de Raël ? Non. Si Raël voyait cette interview, vous lui diriez quoi ? Longue vie. Dedans, vous parlez des violences que vous subissez, notamment les violences sexuelles. Mhm. À quel âge ça a commencé ? Physiquement, 13 ans. Ah. On m'a appris à donner du plaisir aux garçons avec ma bouche pour me préparer à ce que je pouvais faire plus tard à Raël. Quand on vit dans un milieu où tout est beau et qu'on est remarqué par les gens qui sont haut gradés dans ce mouvement, on les suit. Et donc j'ai passé du temps avec cette personne et en mangeant. Et après manger, on allait faire la sieste. Et puis pendant la sieste, innocemment, je pensais qu'on allait dormir, mais finalement c'était un cours à ce que j'allais faire plus tard pour le prophète, mais sans forcément savoir si cette personne avait des ordres de Raël ou si c'était lui qui se servait de sa position pour bénéficier de mes faveurs. Dans le livre, donc vous l'appelez Christian, je sais pas si c'est son vrai prénom. Non, j'ai changé tous les prénoms. Vous dites qu'il a 50 ans. Mhm. Comment une personne de 50 ans peut faire subir ça à une enfant de 13 ans ? C'est encore plus simple que quelqu'un de plus jeune, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui savait parler, c'est quelqu'un qui a su me mettre en confiance, qui était forcément doctriné de la même manière que moi, en tout cas dans le même milieu que moi. Donc il a su avoir les paroles pour me rassurer et puis pour me valoriser. Ce qui peut se passer même hors d'une secte. À quel âge vous êtes rentré dans cette secte ? 4 ans. Comment ça s'est passé ? Celle qui m'a mis au monde, elle a eu les messages de Raël par sa collègue de travail. Et elle a eu la révélation. Donc pour elle, c'était sa nouvelle vie. Et puis quand on a 4 ans, on réfléchit pas, on la suit. Donc mes premiers souvenirs, la première année où on a été voir les Raéliens, j'avais 4 ans. Quand vous voyez Raël pour la première fois, c'est qui ce personnage pour vous ? C'est un sauveur, un père, un maître spirituel ? Alors, au début, quand je le voyais, quand j'étais toute petite, j'imagine que je pensais que c'était qu'un homme. Mais comme on m'a inculqué que c'était le dernier des prophètes, le sauveur de l'humanité, pour moi, j'étais fanatique de cette personne. Donc même en étant petite, c'était mon idole. Comment justement on passe de jeune idéaliste, que vous étiez donc depuis vos 4 ans jusqu'à 25 ans, à esclave d'un gourou ? Alors déjà, quand on est l'esclave, on se rend pas compte qu'on est l'esclave. C'est après qu'on s'en rend compte. Mais en fait, à force d'être éduqué et la manière dont on m'a inculqué ce que représentait cet homme sur Terre, les faveurs qu'il m'offrait en me permettant d'être une de ses élus, pour moi, c'était le Graal, en fait. C'était ce que je pouvais espérer le mieux dans ce mouvement-là, et je l'avais l'opportunité de servir cet homme-là. Mais c'est après que je me suis rendu compte. C'est plus difficile maintenant, après.
que pendant. Pour expliquer aussi, pour ceux qui nous regardent, le mouvement raélien, donc il est fondé par Claude Vorillon, qui appelait Raël, et je crois d'ailleurs en interne, vous l'appelez pas forcément Raël, il y avait d'autres noms. On pouvait l'appeler, moi en public, je l'appelais mon prophète bien-aimé, parce que les anges, on l'appelait comme ça, ou Maitreya. Et donc, Maitreya Raël prétend qu'il a rencontré des extraterrestres appelés des Elohim, qui seraient créateurs de toute vie sur Terre grâce à la science. Et donc Raël, comme vous l'avez dit, se présente un peu comme dernier prophète, frère de Jésus, vous dites. Complètement. Et il est chargé de préparer le retour de ses créateurs. Quand vous arrivez dans le mouvement, alors vous avez 4 ans, mais même au fur et à mesure, c'est présenté comment le mouvement raélien? Est-ce que c'est une religion, une communauté? C'est une religion. D'ailleurs, ça a été reconnu comme religion au Canada pendant plusieurs années, et il se considère comme la dernière religion, en fait. Après toutes les grandes religions monothéistes, ils sont maintenant la dernière religion, en expliquant que Dieu, c'est Elohim au pluriel, qu'en fait, il y a différentes personnes, donc des extraterrestres qui nous ont créés par le système du clonage en laboratoire sur une autre planète. Donc, mais pour eux, c'est une religion. Et d'ailleurs, Raël porte un symbole. Quel est le symbole, justement? C'est le symbole de cette religion-là? Exactement. Alors, on va pas l'appeler une religion, on va l'appeler une secte, mais c'est une étoile de David avec une croix gammée à l'intérieur. Et cette religion-là s'inspire des autres religions du passé, en disant, est-ce qu'il y a en disant, on respecte la Bible, on respecte la Torah, on respecte mais bien sûr. le Alors, Coran. ils respectent toutes les religions. Les Raéliens respectent tout, d'ailleurs. Et ils vont prendre des morceaux de la Bible ou de la Torah ou du Coran en disant, voilà, ça, on a dit que ça voulait dire ça, mais non, en fait, par le biais des Elohim, moi, je vous dis que ça veut dire ça. En fait, il se sert des écrits pour les transformer, mais toujours en des choses positives. Et ce qu'il dit, mais moi, quand j'étais dedans, et je parle pour moi, c'est tellement logique. Parce que il va te dire, on a dit qu'il y avait qu'un seul Dieu, mais si tu regardes dans la Torah, Elohim, ça veut dire Dieu au pluriel. Donc, en fait, ça prouve ce que je suis en train de dire, qu'il y a plusieurs dieux. Donc, il se sert des écrits constamment pour prouver ce qu'il dit. Et lui aussi, selon ses discours, racontait que les Elohim l'avaient visité, qu'il avait même visité la planète des Elohim. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il avait pu se rendre compte, je crois même, on le voit dans le documentaire Netflix, on va en parler après, mais qui raconte que il était arrivé sur la planète, il voyait Bouddha, Jésus, il a mangé avec eux, Mohamed, il a mangé avec eux. Tout à fait, c'est ses demi-frères, donc il a mangé avec eux, avec plein de femmes, sur la planète des Elohim. Ouais. Ça paraît fou, hein, mais c'est ça. Vous l'avez dit là justement, il était avec plein de femmes. La liberté sexuelle, c'était quelque chose qui faisait partie du mouvement raélien, enfin qui en fait encore partie certainement. Comment ça se manifestait et comment expliquer ça? Vous racontez, quand vous aviez, je crois, ces 10 ans, vous entreapercevez dans une tente une activité sexuelle un peu singulière. C'était dans un chapiteau où il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour des cours, et puis j'étais une enfant curieuse, donc j'ai passé la tête entre deux bâches, et il y avait un espèce de gloriole. Vous voyez ce que c'est un gloriole? C'est un mur avec des trous. Et ces trous sont à la taille des parties intimes. Et donc, il y avait des gens derrière et puis d'autres devant, et il fallait reconnaître qui était son partenaire de par l'odeur. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce livre, on vous met le lien en description. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, vous le retrouvez également dans la description. Alors, en fait, la sexualité dans le mouvement raélien, il est écrit dans les livres qu'il faut, que c'est important, que c'est quelque chose de positif, que c'est quelque chose de bien, qu'il faut initier ses enfants à la masturbation, que c'est leur rendre service. Moi, quand j'étais dans le mouvement raélien, c'était écrit dans les livres. Je pense que c'est tout à fait possible de le retrouver très facilement. Et je suis pas la seule à le dire, d'ailleurs. Même lui, il le dit ouvertement à l'époque. En fait, quand moi, comme j'ai été élevée là-dedans, depuis toute petite, on m'a dit que c'était quelque chose de normal, que c'était quelque chose de bon, que c'était quelque chose de sain, et que pour être une bonne raélienne, il fallait avoir une sexualité épanouie et ouverte. Moi, je l'ai perçu comme ça, parce que j'avais le droit de dire non si je voulais pas faire quelque chose, mais pour après entendre « Ah, tu sais, t'as des tabous, c'est pas bien, tu devrais travailler sur toi. » En fait, t'as pas envie de prendre le risque d'entendre ça, et puis t'as surtout envie de décevoir personne. Et je m'imaginais pas dire non, puisque j'avais été élevée de telle manière à ce que ce soit bon tout le temps. Donc vous dites avoir été l'esclave de Raël, et Raël vous repère assez tôt, en réalité. Ouais, j'ai 9 ans, ça fait déjà plusieurs années que je vais à Eden, donc là où se passent les stages, et puis
bord de piscine, il vient me voir et je suis toute contente. Hein. C'est comme si je voyais un super acteur, un feu. J'étais fan, quoi. Et il me dit que je suis très jolie et qu'on serait amenés à se revoir plus tard. Puis, effectivement, on a été amenés à se revoir. Vous pensez qu'il avait déjà tout planifié? Je pense que, pas dans les détails, hein, je pense pas, mais ouais, je pense que je faisais partie de ses proies. Ah, c'est marrant. Je viens de dire, c'est la première fois que je dis ça, mais ouais, je pense que ça... Le mot proie? Ouais. Ah, c'est rigolo. Je suis dans l'émotion, pardon. Non, pas de souci. Parce que Raël, effectivement, il est accompagné de femmes autour de lui, qui sont appelées ses anges. Déjà, à l'époque, quand vous aviez 9 ans, il avait déjà des anges. Non, l'ordre des anges n'existait pas. L'ordre des anges est arrivé plusieurs années après. Moi, j'ai pas été dans le mouvement entre 15 et 18 ans, et donc pendant 3 ans, et l'ordre des anges a été créé pendant ces 3 ans-là. Au début, ça n'existait pas, mais un jour, il a dit qu'il avait eu une révélation parce que les Elohim parlent à travers lui et à travers sa plume, où il fallait créer justement un ordre exprès justement pour les femmes. Ouais, c'est à peu près ça. Et dedans, vous aviez, il y avait des rangs d'ordre. Alors, donc, quand vous avez l'âge de rentrer dans l'ordre des anges, vous rentrez dans cet ordre. Peut-être vous voulez expliquer. Alors, c'est très structuré. Et il y a des grades, comme à l'armée, tu vois. Et moi, je vois Raël et il me propose très rapidement d'être cordon doré, plume rose. Alors, dans l'ordre des anges, il y a plusieurs styles d'anges. Il y a les anges qui sont impliqués de loin. Donc, elles ont des cordons de n'importe quelle couleur et des plumes blanches. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont libres de tout. Qu'elles n'ont pas de rapport avec le prophète, mais qu'elles sont de loin à son service. À son service, c'est-à-dire ? À son service, c'est-à-dire tout ce qui est... par exemple, moi qui étais proche de lui, si j'avais besoin qu'on aille acheter 3 packs d'eau, 2 baguettes, bah, c'était une des anges qui était... En fait, c'était tout tournait autour de lui, de son confort, mais en fonction de la couleur de la plume et du cordon, on était plus ou moins proche de lui. D'accord. Ok. Donc là, il y avait les plumes blanches avec des cordons de n'importe quelle couleur. Elles étaient là de loin. C'est souvent les personnes âgées, les pas jolies. C'est horrible ce que je dis, mais on dirait, mais c'est tellement ça. Et ensuite, il y avait les cordons dorés. Donc les cordons dorés plumes blanches, elles avaient le droit d'avoir des rapports avec le prophète et avec tout le monde. Elles étaient libres. Elles avaient aucune contrainte. Et elle pouvait le servir. C'est-à-dire que, par exemple, si pendant les stages, il y avait toujours un ange à côté de lui pour lui servir son eau, lui amener de quoi manger, sans forcément qu'il parle, mais on connaissait les habitudes de Raël. Et donc là, c'est des cordons dorés, ce sont des jolies nanas. Ce sont des belles femmes. Et il y avait ce que j'étais moi, cordon doré, plume rose, c'est-à-dire que j'étais à son service dès qu'il le souhaitait, mais en plus de ça, il avait les faveurs de mon corps juste à lui et aux Elohim quand ils viendront sur Terre. Je m'étais engagée de ne coucher avec personne d'autre que lui et les Elohim. C'était quoi votre quotidien ? Quand j'étais à ce grade-là, j'habitais à 2 minutes à pied de chez lui en Suisse. Et j'attendais qu'il m'appelle. Je me levais le matin. En fait, le truc, c'est que... Vous dites dans le bouquin, mon quotidien, c'était l'attente. Bien sûr, c'était l'attente parce que, certes, je gérais l'intendance régulièrement. J'avais des missions à faire et donc j'avais des choses dans la semaine à faire. Mais la plupart du temps, j'attendais que mon téléphone sonne. Donc je me préparais parfois le matin en me faisant jolie, en me faisant belle pour lui, sans savoir si j'allais le voir. Donc j'attendais. Ouais, c'était beaucoup ça. Après, je gérais aussi beaucoup de choses. Je gérais ses courses, son attendance, son ménage, sa nourriture. Donc ça prenait aussi du temps, mais j'ai plus attendu que autre chose. Vous étiez seule ? Dans ma tête ? Les deux. J'étais toujours entourée de Raéliens, j'étais jamais seule. Mais j'étais extrêmement seule. Parce que justement, j'allais vous demander de quoi vous parliez avec les autres. On parle que de Raël et du mouvement et des Elohim. Et des gens, les pauvres, qui ne savent pas ce qu'ils font, et des journalistes qui sont tous, excusez-moi du terme, des gros connards, et qui ne font pas suffisamment bien leur travail, et que pour des gens qui sont dans le non-jugement, je trouve ça maintenant assez comique. Mais on parle que des Raéliens, que de l'organisation de Raël, que des Elohim. Tout tourne autour de ça, et puis de combien on va pouvoir donner à Raël financièrement. Tout tourne autour de ça. Il y a un moment qui vous a le plus marqué, a posteriori, quand vous y réfléchissez, que vous repensez à ce que vous avez vécu, un moment où vous dites là, c'est allé très loin, trop loin.
Pardon. Ouais, il y a un moment où je me suis retrouvée avec lui. Et puis Raël, il aimait bien, il m'avait préparé psychologiquement quand on était dans l'intimité à me masturber en pensant à des chiens. Ok. Sauf que je m'autorisais pas à me dire que c'était pas normal. Jusqu'au jour où il a fait faire des choses à des chiens sur moi et j'ai pas dit non. Et je pense que ça a été la première étape juste avant le déclic, parce que ça s'est passé juste avant que je m'enfuis. Ouais. Et à ce moment-là, vous décrivez plusieurs moments où vous avez subi des violences, où vous vous détachez de votre corps pour ne pas subir ce que vous subissez. Est-ce que le moment de prise de conscience, il s'est fait sur plusieurs années, où il y a eu vraiment un moment radical? Sur plusieurs années. Alors, j'ai dissocié mon corps très très tôt. Très très rapidement, la dissociation, ça s'explique scientifiquement. C'est quand le choc est trop fort, l'esprit, pour se protéger, coupe le reste du corps. Donc, tout ce que j'ai vécu, j'ai été dissociée de mon corps très 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 tôt. Et du moment où je suis sortie de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment que 2 ans que j'ai vraiment toute la conscience de ce que j'ai vécu. Donc le plus dur, c'est maintenant. C'est depuis ces 2 ans, parce que c'est le second effet qui se coule. Parce que tant que t'es dedans et que t'as pas la conscience, bah ça passe, quoi. Tu vois. Mais quand tu te rends compte, waouh, tu te dis, ouais, quand même. Alors que vous avez fui en 2007. Ouais, exactement. Sauf que j'ai fui sans vraiment savoir, mais il fallait que je fuis parce que sinon j'allais mourir, j'en suis persuadée. Mais quand je suis tombée sur un thérapeute qui m'a dit que j'étais sous emprise, et je sais pas, ça a fait tilt. Et donc du coup, je me suis dit que c'était pas moi le problème, et que au début je me disais peut-être que c'est pas moi le problème. Et puis plus je vieillis, plus le temps passe, et plus je me rends compte que c'est pas moi le problème en fait, et que j'ai pas forcément fait des choses pour mériter ça, même si aujourd'hui c'est ancré, et même si aujourd'hui il y a des moments où quand je vais pas bien, là je passe une période difficile en ce moment où je remets tout en question et je me dis ouais, peut-être que, mais grâce à ce thérapeute, ben, j'ai des douleurs utiles, quoi. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont pu vous dire justement que à ce moment-là, quand vous étiez sous l'emprise, vous n'avez pas dit non, vous étiez libre de partir, et pourtant vous n'avez pas dit non? Alors je comprends que ce soit incompréhensible. Je comprends que ce soit l'épisode des chiens ou autre, qu'on puisse dire mais elle était conne. Sauf qu'il y a un moment où il faut accepter de se dire que même si on a le choix, on l'a pas. Et ça peut, qu'on soit sous emprise ou pas, la plus grande des prisons, et je le répète, c'est le cerveau humain, mais pour tout le monde en fait. Pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas sous emprise, par exemple, un truc tout con, vous avez peur d'un truc. Mais vous avez peur, ce sera forcément plus fort que ce qui va se passer dans la vie. Et ben moi, mon cerveau, il était conditionné à ce que je ne dise pas non. Je ne savais pas dire non. C'est comme si on vous t'avait dit que la lune, elle était bleue toute ta vie, et qu'un jour qu'on te dit qu'elle est blanche, tu dis ouais, elle est blanche, mais peut-être qu'elle est bleue. En fait, tout ce qu'on m'a inculqué dans ma tête a fait que j'en suis arrivée là. Ce n'était pas mes choix. C'est compliqué à expliquer. Mais allez-y. C'était pas mes choix, c'était juste l'éducation que j'ai eue. Et ça arrive à tout le monde. Par rapport à l'éducation qu'on a, on fait certains choix. Ben, c'est ça l'emprise. Sauf que moi, c'était plus. Et en plus, moi, je suis arrivée dedans, j'avais 4 ans. Mais je ne savais pas dire non. Compliqué, hein? Alors, je veux le rappeler à ceux qui nous regardent ici sur YouTube et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, le mouvement raélien figure sur la liste des sectes dangereuses, établie par la commission d'enquête parlementaire des sectes en France en 1995. Certains des membres du mouvement raélien ont été condamnés par la justice française. Donc c'est important pour moi de rappeler que si vous pensez que vous ou un de vos proches est sous emprise, il faut absolument contacter la Miviludes. On vous met le lien et les informations en description. Vous étiez endoctrinée depuis que vous étiez toute petite. Qu'est-ce qui fait que des adultes qui n'ont pas vécu ça auparavant restent endoctrinés par la suite? Alors, déjà, il faut avoir conscience que l'endoctrinement et le fait d'être sous emprise n'a rien à voir avec le niveau social, le niveau d'études, l'intelligence sur le papier. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça touche quelque chose de beaucoup plus profond. L'intelligence émotionnelle, les failles qu'on peut avoir. Et ça arrive à tout le monde. Et je pense que quand notre cerveau arrive dans un milieu où on est considéré, où on est aimé, choyé, valorisé,
et que même si on voit des choses qui vont pas, on prend ce qu'on a à prendre parce que dans la vie, c'est trop dur. Et je pense que ça apporte quelque chose en soi que la société n'apporte pas. Et c'est compliqué de partir d'un endroit où on est bien, où on se sent utile, heureux, et que ce soit n'importe quel milieu, sectaire, n'importe quel secte, c'est compliqué. Et des fois, on ferme les yeux sur ce qui peut se passer. Et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est assez frappant, je trouve, quand vous parlez de votre génitrice. J'emploie ce terme parce que c'est le terme que vous employez. Vous dites, en lisant, alors je sais plus le livre qui dit la vérité, je crois. C'est ça, exactement. Le livre qui dit la vérité, donc ce qu'a écrit Raël selon la dictée des Elohim. Elle aurait ressenti un souffle chaud dans son dos. C'est ça, en fait, elle devait se faire opérer du dos. Exactement. Et elle lit le livre et bim bam boum, elle se fait plus opérer. Bon, elle s'est fait opérer quelques mois plus tard. Et c'est ça, et elle reste dans le déni de se dire... Et elle reste dans le déni. Pour elle, moi, quand elle m'en parlait, quand on avait des conversations, pour elle, Raël lui a sauvé la vie. Raël lui a sauvé la vie. Raël lui a donné une raison d'exister. C'est son sauveur, c'est le sauveur de l'humanité. Et il est plus important que nous, ses enfants. D'ailleurs, vous dites avoir accepté au départ ce que Raël vous demandait parce que vous voyez dans les yeux de votre mère toute l'importance que ça avait d'être considéré par Raël. Ben ouais, parce que je voulais qu'elle m'aime comme une maman normale. Aujourd'hui, votre mère, elle est toujours dans le mouvement raélien ? Toujours. Elle est à fond. Elle est toujours dans son monde. Par rapport aux prises de position. Alors, elle n'est pas venue réagir vers moi, forcément, mais là, par exemple, Raël m'attaque en justice pour diffamation, elle témoigne contre moi. Elle a témoigné contre moi parce que pour elle, je suis un problème, en fait. C'est moi le problème. Mais c'est l'emprise. Comment dire à quelqu'un que pour elle, son sauveur de l'humanité, son Dieu sur terre, son Dieu vivant, a fait du mal à sa fille. Pour elle, c'est inconcevable. C'est pas possible, c'est moi le problème. L'emprise. Ça, c'est de l'emprise. Moi, je suis mère de 2 enfants. Demain, il y a quelqu'un qui fait du mal à mes enfants. Il peut être n'importe qui. Il fait du mal à mes enfants. Jamais je vais prendre la défense de quelqu'un qui a fait du mal à mes enfants. Mais elle est tellement dans un schéma qui est lunaire que pour elle, le problème, c'est moi. Selon vous, qu'est-ce qui fait que votre génitrice est tombée là-dedans ? C'était un besoin ? Une éducation très compliquée, je pense, dans sa famille. Un mal-être permanent et un besoin de reconnaissance, ouais. Je pense qu'il y a un truc, besoin d'être différente, de se faire remarquer. Mais déjà, je pense à un malaise dans sa famille, entre ses frères, ses sœurs, ses parents. C'était pas très sain, de ce que j'en sais. Je l'explique comme ça. Parce que vous parlez de votre tante, qui, elle, pour le coup, est restée assez loin du mouvement raélien. Donc, dans la même famille, on a des personnes qui vont avoir des... Exactement. Ma maman, elle a embrigadé avec elle 2 sœurs et un frère. 2 frères, je crois qu'il y en a un qui est plus dedans. Et le reste le sont plus. Le sont pas du tout. Sur une même famille, ça peut toucher quelqu'un et pas l'autre. C'est vraiment, je pense, hyper personnel avec ses traumas et ses faiblesses de l'intérieur. Il y a quelque chose d'assez fou quand on regarde le mouvement raélien de l'extérieur, c'est que Raël convainc ses disciples que les Elohim, il faut construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres. Il prétend même avoir reçu les plans de cette ambassade de la part des Elohim. Et donc, les adeptes, et ça c'est propre à beaucoup de sectes, les adeptes doivent financer la construction de cette ambassade. De l'intérieur, comment c'était pris ? De l'intérieur, le but, c'est vraiment de trouver un terrain pour créer cette ambassade, qui aurait déjà dû être créée cette année. Normalement, elle aurait dû être créée, mais il a repoussé 2033. Apparemment, c'est 2035, je crois. Ouais, mais avant, c'était 2025. Okay. D'accord. Au tout début. Encore la fin de l'année, peut-être. Peut-être, attends. Là, dernièrement, j'ai entendu qu'ils voulaient la créer à Gaza. Donc, d'accord. Ouais. Okay. Donc, ils sont en train de chercher un terrain pour créer cette ambassade pour accueillir les extraterrestres. Jusque-là, c'est logique. Ils le cherchent toujours, le terrain ? Ils le cherchent toujours. D'accord. Ils ont demandé 7 fois à Israël. Israël a refusé 7 fois, par exemple. Okay. Mais quand vous êtes endoctriné, quand vous avez quelque chose de l'ordre où vous êtes nombreux dans la même pièce à penser la même chose, vous donnez parce que vous savez que les créateurs, ceux qui vont sauver l'humanité, vont venir vous sauver grâce à vous. Ils vont venir nous sauver grâce à nous, grâce à l'argent qu'on va donner pour la construction de l'ambassade.
Donc, c'est même pas un sujet. Il y avait, je me souviens quand j'étais petite, à la fin des stages, celui qui avait l'honneur d'avoir donné le plus d'argent dans l'année au mouvement raélien. Il était félicité, tout le monde l'applaudissait. Moi, je me souviens de ça. Donc, il y a l'ambassade, et juste je finis avec ça. Bien sûr. Il y a aussi, donc ça, c'est 10% du salaire annuel. Et il y a les 1%. 10% de son. Donc, si moi je fais partie de Raël, je donne 10% de mon salaire annuel au mouvement raélien pour la construction. L'ambassade. D'accord, pour la construction de l'ambassade. Ça, c'est... Et après, il y a pour Raël, pour son train de vie, pour ses maisons, pour ses voyages en première classe, pour ses hôtels, pour ses vêtements, pour ses courses automobiles. Oui, il a fait de la course automobile aussi. Ah bah, tu donnes ce que tu veux. Et il vit très bien. Il y a aussi un rapport, on l'a évoqué déjà, mais il y a un rapport à la sexualité. Dans l'idéologie raélienne, il faut préparer son corps pour les Elohim. Oui, bien sûr. Mais oui, alors surtout pour nous, les élus. Non, avant, moi, j'étais une élue plus maintenant, mais pour les élus, c'était, il fallait... Les élus, donc c'est les anges ou c'est les anges qui ont le droit d'avoir des rapports uniquement avec Raël et les extraterrestres. Il fallait vraiment... Alors déjà, à la base, chez les Raéliens, il faut prendre soin de son corps. Homme ou femme, il faut prendre soin de qui on est psychologiquement et physiquement. Bien manger, pas fumer, pas d'excès, faire du sport, être bien dans ses pompes, tu vois. Mais quand t'es une ange, cordon doré, plume rose, il faut que tu sois à la hauteur de ce que les Elohim attendent. C'est-à-dire une belle femme, très douce, parler très doucement, être très classe, pas rire trop fort, et savoir rester à sa place. Pour quand ils arrivent, qu'ils trouvent des gens auxquels ils ont l'habitude de fréquenter. Parce qu'on est à leur service, donc il faut vraiment qu'on soit hyper discrète. Moi, j'ai passé des heures à attendre elle sur une chaise, à pas bouger. Parce qu'il fallait que je sois discrète, parce que je me préparais à l'arrivée des Elohim. C'est vraiment tout un... Et puis, on te dit pas, faut faire ça, mais on te pose la question, tu sais, Lydia, quand tu vois cette personne agir comme ça et celle-ci agir comme ça, qu'est-ce que tu préfères ? Ah, bah, je préfère ça. Tu sais, c'est bien de recopier les gens qui font les choses bien. Donc, on va pas... Tu vois ce que je veux dire ? On va pas te dire, ouais, faut faire ça, non. On va t'inviter à le faire. On va t'inviter à réfléchir par toi-même. En fait, tu réfléchis pas. C'est induit. Oui, il y a un chemin qui est déjà balisé. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la construction du mouvement raélien, c'est qu'il a utilisé beaucoup de thèmes avant-gardistes dans ce qu'il a utilisé. Le clonage, la paix mondiale, la dénonciation des religions qui sont considérées comme oppressives. On a l'impression en tout cas que la secte raélienne, c'est une secte qui copie les codes un peu de la contre-culture. D'ailleurs, vous évoquez un peu le camping un peu hippie où vous étiez. Il y avait on a l'impression d'être dans les années 70 quand on raconte ça. Qui est anti-système, pro-science et avec une liberté totale et notamment liberté sexuelle totale. Vous dites dans le groupe, il faut qu'il y ait de la polygamie et tout le monde soit OK de partager ses partenaires. Voilà, ça ne doit pas te poser de problème. Moi, la question que je veux vous poser derrière, c'est aujourd'hui, on est dans un monde où les jeunes ont de moins en moins, on a moins foi en la politique, dans la religion. Et est-ce que ce vide-là créé par les religions, ce vide spirituel, c'est pas le terreau fertile pour justement des sectes comme la secte de Raël ? Bien sûr que ça y joue. Parce que je pense que chaque être humain sur Terre a besoin inconsciemment de se raccrocher à quelque chose. Alors si c'est pas une religion telle qu'on la connaît, ça va être les énergies, ça va être les arbres, ça va être les cartes, ça va être les fleurs, ça va être... Tu vois, on a tous besoin. Je pense que c'est intrinsèque. Je pense que c'est vraiment propre à chaque être humain. Et quand t'as plus vraiment de raison de te raccrocher à quoi que ce soit, qui est en plus aujourd'hui dans un monde que je trouve hyper violent, où t'es jugé partout, que ce soit à la télé, à l'école, sur Internet, t'en prends plein la tête de partout, tout le temps, que t'arrives dans un univers où c'est le contraire de ça, où c'est la contre-bascule, où tout est beau, tout est rose, même si tu fais des bêtises, c'est pas grave, je te juge pas, on a tous le droit à erreur. Et c'est OK. Tu sais, les trucs de Montessori, là, en ce moment, c'est OK. Moi, ça me fait... Mais non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais c'est... attends, je veux pas d'autres procès, s'il te plaît. Je rigole. Mais... C'était vraiment pour la blague. OK. Mais tu vois, ça me fait vachement rappeler les Raéliens. Tu vois. C'est OK. Vis ta tempête émotionnelle. C'est OK. Je me moque pas de Montessori, mais c'est juste pour faire le parallèle. Mais j'aurais peut-être pas dû dire ça. Non, pas de souci. Putain, merde. Mais en fait, quand tout est OK, quand tout est dans le non-jugement, et tu vas faire des grosses bêtises, mais qu'on va te prendre dans tes bras,
qu'on va te dire, t'es un être humain, tu viens des Elohim, je ne peux pas te juger, je t'aime comme tu es. Tu restes, tu vas, tu fonces. Ce qui a marché aussi au début avec le mouvement raélien, c'est que la sexualité, elle a toujours fait partie du monde. Sauf que chez les Raéliens, elle était assumée. Ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, la société est beaucoup plus assumée sexuellement. On arrive plus on dit qu'on est homo, qu'on n'est pas homo, qu'on aime les Arabes. Tu vois ce que je veux dire, qu'on est échangiste, tout ça. Quand Raël est arrivé, il a apporté cette déculpabilisation de quelque chose qui existait déjà. Donc, ça a aussi pas mal, je pense, aidé le mouvement raélien. Et aujourd'hui, c'est ces trucs de non-jugement qui font que les gens tombent dedans. Et vous dites l'amour, le fait qu'on vous aime, qu'il n'y a pas de problème, tout est pardonné. C'est aussi ce qu'on retrouve dans certaines religions. Mais bien évidemment. Est-ce que ces religions sont aussi des sectes? Qu'est-ce qui caractérise une secte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que quand on est un jeune, qu'on est un peu perdu, qu'on n'a pas de repères, qu'on a besoin de spiritualité, c'est quoi les bons choix à faire pour aller se tourner vers la spiritualité? Moi, je dirais que les bons choix, c'est de réfléchir par soi-même. C'est d'aller faire ses propres recherches parce que chaque personne a une interprétation des choses qui sont différentes. On va lire le même texte, tu auras une interprétation, moi j'en aurai une autre. Et c'est humain. Donc je pense qu'il faut faire ses propres recherches, ça c'est évident, et il faut s'écouter. Il ne faut jamais oublier qu'on est tous des êtres humains, qu'il n'y a personne au-dessus de nous. Il n'y a personne qui est mieux que nous ou moins bien que nous. On est tous des êtres humains avec nos failles. Et du moment où quelqu'un te donne des ordres, va-t'en. Personne n'a te donné d'ordre. Mais faut réfléchir par soi-même et vraiment faire ses recherches par soi-même. Et s'écouter. Ouais, je crois que c'est ça. Et du moment où il y a quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça, mange le dimanche-ci, habille-toi comme ça, partez, fuyez. Il y a rien de plus fort que de fuir. Vous êtes rapproché d'une religion, vous? Absolument pas du tout. Vous fuyez? Non, je fuis pas. Je pense que c'est un privilège dans la vie d'être croyant. Ça, je le pense vraiment. Vous l'êtes? Non. Aujourd'hui, j'essaye de croire en moi. Je te jure que c'est dur. Et je préfère que l'énergie que je passe à essayer de m'en sortir, de me reconstruire, je la focalise sur moi. C'est hyper égoïste. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais par contre, je trouve que c'est un privilège d'être croyante, de se raccrocher à quelque chose. Un jour, peut-être. Justement, Raël, vous dites que c'était progressiste au départ en se disant on avait une liberté sexuelle assumée qui était peut-être pas forcément dans la société. Et en même temps, plein d'aspects différents faisaient que c'était pas très progressiste, notamment le rôle de femme au foyer que vous aviez et le rôle auquel assignaient les femmes Raël. Alors, effectivement, sauf que c'était notre choix. C'était nous. Et il n'y a rien de plus beau d'être au service de celui qui va sauver l'humanité. Donc j'étais à la rigueur plus importante qu'un chef d'entreprise qui ramenait 10 000 euros par mois à Raël. Parce que j'étais là au quotidien et je ne pensais pas à moi et je ne pensais qu'à lui. Et pourtant, dans les enseignements de Raël, il est dit qu'il faut penser qu'à soi. Qu'il faut penser à soi, à son bien-être. Mais moi, mon bien-être, c'était son bien-être. Je souris, mais c'est parce que c'est pour pas pleurer. Je souris beaucoup, mais c'est ma manière à moi de... Il y a quelque chose auquel ça me fait penser aussi également, ce que dit Raël et ce que fait Raël, c'est la tendance que certains peuvent avoir de tomber dans le complotisme ou de croire à des choses, prendre des exemples très caricaturaux comme la Terre plate ou ce genre de choses. Je trouve que Raël a utilisé la science pour faire croire à son système de valeurs. Et du coup, ça se base, comme le complotisme, sur du pseudo-rationnel. C'est la pseudo-science. Globalement, on a des grands termes scientifiques, mais derrière, on a une religion et des préceptes à adopter qui sont pas forcément très basés scientifiquement. Pourquoi, selon vous, déjà, des scientifiques peuvent être tentés d'y croire et d'adhérer à ce genre de mouvement? Et pourquoi ça séduit autant? Alors, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a un effet de groupe. L'effet de groupe fait que tu acceptes beaucoup plus de choses que si tu étais seul. Déjà, premièrement, tu es dans une mouvance, dans un truc qui t'emmène, waouh, tu te sens puissant. Déjà, il y a ça. Et la deuxième, c'est que il y a des gens qui ont besoin pour exister de se sentir différents, de se raccrocher à quelque chose qui n'est pas dans la norme. C'est leur moyen à eux d'exister. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc du coup, dès qu'ils trouvent un truc, quel qu'il soit, mais qui se rapproche un peu de... En fait, ça me plaît. Et puis de dire aux gens, tu vois, moi, je pense ça. Et je suis pas le seul. Il y a ce truc, il y a vraiment ça. Mais je sais pas si j'ai été claire dans ce que je viens de dire. Si, mais... Ok, mais il y a l'effet de groupe et le fait d'avoir ce besoin d'être différent. Tu sais, il y a des gens qui
quoi que tu leur dises, ils seront jamais d'accord. T'as connu ce genre de Bien sûr. personnes. Ils seront jamais d'accord, ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont juste envie, inconsciemment, de pas être comme tout le monde. Donc, s'ils arrivent vers un truc où il y a un groupe, et c'est cool, et il est pas le seul, mais par contre, par rapport à la société, ils sont en minorité, mais ils y vont à fond. Et c'est cette tendance-là, vous l'avez observé chez Raël, et vous voyez des similarités chez des gens, par exemple, qui croient que la Terre est plate, ou ce Mais genre de mouvement. complètement. Vous voyez les mêmes, Mais ouais, pour moi, ça se ressemble énormément. Le fond n'est pas le même, bien sûr. mais la forme reste la même. Et vous pensez que Raël en avait conscience de ça? Oui. Il Raël, l'a fait consciemment, ou il était vraiment persuadé d'être contacté par les Elohim? Moi, je pense qu'il a commencé en étant certain qu'il ne s'était jamais rien passé et qu'il a menti, mais je pense qu'aujourd'hui, il y croit. Ça fait 50 ans. Il y a un moment, tu crois à tes mensonges. Et ce, à l'intérieur, comme dans les mouvements pseudo-scientifiques, sont persuadés aussi de leur vérité, ou ils le font vraiment pour se démarquer, et au fond, ils savent qu'ils sont en tort? Ah non, ils sont persuadés. Du moment que Raël dit que le ciel est noir, ils réfléchissent pas. Et pourtant, on t'invite à réfléchir, tu vois. Mais en fait, on t'apporte des solutions qui sont logiques dans leur logique. Donc, tu vas croire forcément en disant, mais moi, j'ai réfléchi. Mais moi, j'ai fait des recherches. Mais tu vas faire des recherches par rapport à ce que le mouvement te donne. Donc, forcément, c'est biaisé. Donc, forcément, tu crois à ce qu'on te dit. Je trouve sur les réseaux sociaux, on est tous un peu dans notre propre bulle algorithmique, nos propres filtres. On voit chacun ce qu'on veut voir en fonction de ce qu'on va liker, ce qu'on va partager, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, je pense à une créatrice de contenu notamment qui a été épinglée par l'ami Vilude, justement pour dérive sectaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec les bulles algorithmiques qu'on a sur nos réseaux sociaux aussi? Mais bien sûr, d'arriver, bien sûr qu'il y a un dans ces risque. démarches-là? Mais bien évidemment. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si t'es seul dans ton canapé et que tu vois défiler des trucs et tu te reconnais dedans, et ben forcément, il y a un moment où ça va arriver à quelque chose de pas sain. D'ailleurs, cette jeune fille, tu vois. Mais bien évidemment que ça aide à ça. Et puis en plus, par exemple, moi, tu fais des recherches sur mon livre ou sur moi, bah t'es redirigé vers des Israéliens. Et ça, c'est complètement ouf, en fait. Ça, c'est pas normal. Ils sont partout sur les réseaux. Est-ce que l'algorithme, c'est le nouveau gourou? Est-ce que c'est le nouveau gourou? Quelque part un peu. Hein. C'est un peu le truc qui nous dirige, tu vois. On est vachement influencés par les réseaux. Tout le monde. En plus, t'imagines que moi, j'ai une génération où je suis née, il y en avait pas. Mes enfants sont nés, il y en avait. Il y a des gens maintenant qui connaissent que ça. Donc, c'est leur logique, c'est leur norme. Forcément, ils sont influencés. Mais forcément. Moi, les conversations que j'ai des fois avec mes enfants, mais je me dis, mais je suis pas dans la même réalité, quoi. Mais c'est hyper influençable. Pour moi, c'est pas très, très sain quand on n'est pas sain. Tu vois le truc? Si t'es sain dans ta tête et que tu sais faire la part des choses et que t'as cette part t'as ce recul nécessaire, ça va. Mais une gamine ou un gamin de 14 ans, il a pas ça. Pour moi, c'est les mettre en danger que de leur laisser faire ça. Selon vous, on a tous des prédispositions à tomber dans une secte? Tous. Pour moi, oui. On est déjà dès qu'on est, on est sous l'emprise de quelqu'un. C'est quoi qui nous prémunit de tomber dans une secte? Rien? Si, je pense que on a tous les chances de tomber dans une secte, tout le monde, je pense. Mais je pense que si on a ce truc de s'écouter, vraiment de s'écouter, de réfléchir en essayant d'être influencé par personne si ce n'est nous-mêmes, c'est ça qui peut sauver, vraiment. De pas se laisser avoir et par des trucs trop beaux. La vie, c'est jamais trop beau. Le cours de la vie, c'est jamais plein d'amour tout le temps. La preuve en est dans les couples. Les couples s'aiment très fort et des fois, ça se dispute. Et c'est normal et c'est plutôt sain. Donc du coup, quand c'est trop beau, n'y allez pas, quoi. C'est pas la vie. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Fuir la beauté? Mais faut pas fuir la beauté. Faut fuir l'excès. Faut fuir l'excès. Tout c'est excessif, en fait. Il faut un juste milieu. Ça fait partie de la vie d'avoir des moments où on n'est pas bien. Ça fait partie de la vie d'avoir des moments où on n'est pas d'accord et où on peut se disputer. Tant que ça prend pas des proportions. Je dis pas qu'il faut frapper, ou qu'il faut prendre des proportions. Non, mais ça fait partie de la vie. Mais quand vous arrivez dans un milieu où tout est beau, tout est rose, tout le monde s'aime, c'est pas la vie. C'est pas normal. Du moment où... Et puis tu le sens, tu vois, si au fond de toi, tu sens les choses, faut s'écouter. Ça t'est déjà arrivé d'aller dans un endroit, tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais là? Tu sais pas pourquoi. Ça t'est déjà arrivé. Bien sûr. Bah maintenant, je m'en vais, moi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on est plus... Je parlais des algorithmes qui nous influencent et
dans une certaine direction parfois. Est-ce qu'on est plus tendance à être manipulé que ça ne pouvait l'être par le passé, où vous citez notamment une émission, je la cite parce que l'émission dans laquelle Raël est invité, il y a une personne qui va contre lui, qui le challenge, mais vous dites tout le monde l'avait vu. À l'école, tout le monde l'avait vu. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Chacun voit un peu son émission. Plus personne ne voit une émission entière. Donc, est-ce que les gens ne sont pas plus facilement manipulables aujourd'hui que ça n'était à l'époque? Ah, c'est intéressant cette question. Je pense pas que ce soit une question d'être plus manipulable. Je pense que on est dans une société où le paraître, l'effet de groupe, je trouve qu'il est beaucoup plus développé qu'avant. Le fait de faire partie du même système de vie, je pense que c'est plus développé qu'avant. Donc du coup, pour le besoin de reconnaissance, qu'on me remarque, tout ça, mais non, je pense pas que ce soit plus aujourd'hui. Attends, je sais pas. Bah, si je prends les chiffres de la Miviludes, justement, il y a une explosion, ça a doublé. En fait, le nombre de signalements adressés à la Miviludes a plus que doublé entre 2015 et 2024. Sauf que, avant 2015, ça existait déjà, sauf que les gens connaissaient pas la Miviludes. La Miviludes. Moi aussi, je me trompe. Il faudra changer leur nom parce que c'est compliqué à prononcer. En plus, j'arrive pas à les joindre. D'ailleurs, si vous m'écoutez, voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a en ce moment aussi un phénomène de mode où il faut être super centré sur soi-même, il faut faire du sport, il faut manger sain. C'est super bien de faire ça, mais je trouve qu'en ce moment, à comparer d'avant, il y a tout un espèce de truc où on suit quelqu'un, on va dans la forêt, on embrasse les arbres. J'ai rien contre les gens qui embrassent les arbres, mais il y a ce truc de se recentrer sur soi, qui est beaucoup plus visible qu'avant. Donc ça engendre beaucoup plus de choses nocives. Ça, j'en suis consciente. Mais parce que pour le moment, c'est l'effet de mode. L'effet de mode du moment, c'est j'écoute un tel influenceur parce qu'elle fait ça, parce qu'elle fait ça. Mais dans 5 ans, ce sera autre chose et puis ça va revenir. La mode, c'est cyclique. Mais je pense c'est pas plus qu'avant. C'est plus assumé peut-être. Parce que justement, il y a les réseaux, mais la nature humaine reste la même. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, la nature humaine reste la même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez toujours les croyances des Raéliens? Est-ce que vous croyez aux Elohim? Non, j'y crois quand je vais pas bien. Non, c'est pas que j'y crois. C'est pas vrai, j'y crois plus, je doute. J'ai encore des doutes, ouais. Quand il y a un enchaînement de mauvaises nouvelles, tu te dis, ouais, peut-être que je suis punie finalement. Oui, c'est ce que vous racontez quand vous avez, je sais plus, c'est votre premier ou votre deuxième enfant. Vous étiez très protectrice et vous aviez peur que la fuite du mouvement raélien vous coûte cher et qu'il y ait des punitions. Et vous dites pas des Raéliens, parce qu'ils sont très gentils et ils sont pleins d'amour, mais de la part des Elohim qui me puniraient. Bien sûr, bien évidemment. Alors, maintenant, ça se calme, hein, ça va mieux avec le temps. J'espère que dans quelques années, ça ira encore mieux. Mais effectivement, j'ai eu cette peur et je l'ai encore de me dire peut-être que si je faisais pas tout ça, je serais peut-être un peu plus heureuse, par exemple. Ça m'arrive encore, pas au quotidien, pas tous les jours, et ce serait de mentir que de dire le contraire. Et je pense que ce sera toute ma vie. Sauf que j'ai fait le deuil d'avoir une vie normale. J'ai fait le deuil d'un truc qui n'arrivera pas. Je sais que toute ma vie, j'aurai des doutes. Mais je le gère. Il faut être conscient des choses et poser les choses pour pouvoir les gérer. Je pense. En tout cas, moi. Donc vous y avez cru avant? Ouais, j'y ai cru. T'as été élevé, certes, peut-être dans une religion, toi aussi? Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Ok. Donc, tu y as cru. T'as été élevé. C'est l'exemple de tes parents. Et je me suis rebellé vers mon adolescence en me disant non, en vrai, je suis pas trop convaincu par les dogmes. Oui, mais à la base, voilà. Et ben moi, ça a été la même démarche. Sauf que c'est pas quelque chose qui est reconnu, c'est une secte. Mais oui, j'y ai cru des années, et même après être sortie du mouvement, j'y ai cru pendant très longtemps. Et à quoi vous croyez maintenant? S'il n'y a pas d'Elohim, qu'est-ce qu'il y a? Aucune idée. Je sais pas. Je pense que personne ne sait finalement. Vous posez pas la question? Non, franchement, je crois qu'en ce moment, j'ai un truc répulsif avec les croyances. Mais c'est pour le moment. Je sais que ça va évoluer, mais je me pose pas la question. Et pourtant, le premier lieu où vous allez quand vous fuyez, c'est une église. Parce que je savais qu'ils viendraient pas me chercher dedans. Pas bête. Et ils fuyaient les églises? Non, ils fuyaient les églises dans le sens où tout ce qui était... Ouais, c'était pas bon d'être catholique. Il fallait le respecter, mais c'était archaïque d'être catholique.
c'était pas bien. Hmm. Je savais qu'ils allaient pas venir me chercher dedans, et puis je crois que j'ai pas réfléchi. Mais je savais qu'ils allaient pas venir me chercher, il fallait pas que je les croise, donc j'ai tout fait pour pas les croiser. Je voulais revenir sur le caractère et même ce que pouvait être Raël aussi en tant que tel, avec deux choses que je trouve vraiment marquantes. La première, c'est quand, avec d'autres anges, vous racontez vos premières fois. Et Raël, donc vous racontez que c'est avec un homme qui s'appelle Fabrice, qui vous a violé, vous ne dites pas à ce moment-là avec les anges. Et Raël vous dit, ah bah oui, c'était prévu que... Il me fait sous-entendre que c'est lui qui l'a que ce choisi. soit moi. Pardon. Ouais, il me fait sous-entendre que c'est grâce à lui que j'ai eu ma première fois avec cette personne. Et j'étais contente. C'est fou, hein. Maintenant, j'en souffre. Hein. À ce moment-là, vous étiez contente? Bien sûr, tu te rends compte. C'est le dernier des prophètes qui choisit qui va me défleurer. Quel privilège j'ai, il pense à moi. Il prend du temps pour moi, pour choisir qui va faire ça. C'est fou, hein. Et un autre aspect, alors là, c'est sur le documentaire Netflix qui est sorti en 2024. Nous sommes une organisation mise en place par un messager, Là, messieurs, voici Raël. contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Et à la fin, donc, les équipes de Netflix le retrouvent au Japon avec, alors je sais, dans mon souvenir, ils en sont deux. Il y a deux femmes qui l'accompagnent. Et vous dites, il y a un moment où on voit vraiment qui est Raël, 15 secondes où il donne des ordres. En fait, il est absolument abject avec une personne qui J'ai la l'accompagne. scène en tête. En fait, il est assis sur une chaise et puis il y a quelqu'un qui veut l'interviewer, puis il a chaud, où il veut une tasse de thé, et il y a deux anges, deux asiates. Et il est assis et puis il demande je crois que c'est un ventilateur, hein, une ange. Sauf qu'elle arrive par derrière et il s'en rend pas compte. Et il tourne la tête. Et il a un regard mais il se reprend très rapidement. Mais moi, c'est le regard qui me hante, donc je peux que m'en souvenir, en fait. Il se reprend très, très rapidement et il lui dit, il faut pas venir comme ça par derrière. Et puis elle est là et elle fait ça. Oui, oui, mon prophète. Ça, je l'ai fait. Vous voyez à travers elle? J'ai fait ça. Je lui ai mis ses chaussettes. J'ai repassé ses pantalons. Je lui ai fait à manger. Je me taisais parce qu'il fallait pas trop que je parle. Donc ouais, tout ça j'ai fait. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez du documentaire Netflix, justement? Ah je l'ai détesté. J'ai pas du tout aimé, et puis je comprends pas qu'on lui ait donné cette tribune non plus, donc je Pour le vous, c'est dis. une tribune qu'on lui a Ah donnée? ouais, vraiment. J'en veux à ceux qui ont fait ça. Je vous le dis franchement. Hein. Parce que tout ce qui est dit, c'est la réalité. Hein. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... Mais c'est juste la partie visible. Le fond, ils n'ont pas été grattés, quoi. Je trouve ça pas gentil, ce qu'ils ont fait. Ils vous ont interrogé? Jamais. Et les gens qui sont interrogés dedans, vous avez l'impression qu'ils apportent un contradictoire suffisant? Non, alors ceux qui sont été... je connais tout le monde. C'est fou de se dire que je les connais tous, hein, même les anciens qui ont témoigné dedans. Moi, je pense que si aujourd'hui il devait se faire un truc et que moi j'étais dedans, je serais beaucoup plus trash. Mais vraiment, pas en étant impolie, pas en étant méchante, mais j'irais vraiment... Et c'est ce que je fais d'ailleurs, je vais vraiment dans le... Ah oui, bien sûr. Pas dans le trash, mais dans le fond du truc. Et c'est un choix conscient de donner des détails pour expliquer la perversité de ce monsieur, pour expliquer jusqu'où peut aller l'emprise et pour que ça aide d'autres personnes. Parce que si on fait les choses en surface, c'est pas suffisant. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les douleurs utiles, ça fait mal, hein, attention. Hein. Mais je sais pourquoi je le fais. Mais oui, non, ces messieurs qui ont fait ce reportage, ils auraient dû s'abstenir, je pense. Selon vous, Raël, est-ce qu'il est pédophile? Oui. Vous dites aujourd'hui que Raël a porté plainte contre vous également. C'est suite à ce témoignage? Alors, la première plainte, c'est parce que j'ai fait une émission sur Canal+, où en fin d'émission, je le compare à Hitler. Donc, j'ai complètement été relaxée de cette plainte. Et il n'a même pas fait appel. Hein. Et parce que lui, aujourd'hui, il a porté plainte alors qu'il se trouve au Japon? Oui, tout à fait. D'accord. Et on peut porter plainte quand on est dans un Oui, pays... puisqu'il est citoyen français. D'accord.
Et la deuxième plainte, donc le procès c'est le 23 mars, pour diffamation. Il a porté plainte contre moi pour diffamation sur toutes les scènes un peu moches qui existent dans mon livre. Pour lui, tout est diffamatoire. Rien n'a existé, selon lui. Rien n'a existé. J'ai été une ange, j'ai été une élue, j'ai été plume rose, cordon doré, mais il n'a jamais abusé de moi, il ne m'a jamais torturée, et j'ai toujours été consciente de tout. Oui, parce que vous racontez non seulement la violence sexuelle que vous subissez, mais les sévices sexuels aussi qui vous a fait subir, qui sont assez horribles. Et vous avez porté plainte contre lui ? Ça y est, c'est fait. C'est une nouvelle étape, hein. Ça y est, j'ai porté plainte. Je pense que le fait qu'il ait porté plainte contre moi, c'est accéléré la chose. J'aurais peut-être attendu un peu plus. Pourquoi ? Parce que même si je me sens victime, je me le sens pas encore à 100%. Donc il y avait aussi cette démarche-là. Il y avait aussi de se dire que, au fond de moi, j'aimerais qu'on me reconnaisse comme une victime. Peut-être que ça m'aiderait à me réparer. Mais il y a surtout ce truc de... Vraiment, moi j'étais avec lui. Si demain on me dit « Bah non, Madame Adjara, vous n'êtes pas victime », ça n'empêchera pas la peine et le mal de ce que j'ai vécu avec lui. Donc le fait que j'ai aussi ce pas de recul, je pense que ça m'aide. Parce que je suis pas forcément dans l'attente. J'aimerais, j'ai des envies, mais je suis pas dans l'attente. Parce que quoi qu'il se passe, ça changera pas. Ce que j'ai vécu, ça ne changera pas. Que je gagne ou que je perde, c'est là. Mais c'est surtout pour montrer, j'ai envie de montrer aux nanas, aux garçons qu'il y a prescription, 95 chances, 1 milliard de chances sur 100 que je gagne pas, tu vois, qu'il va rien m'arriver, qu'il va rien lui arriver. Mais je veux montrer qu'il faut le faire, qu'il faut donner sa voix et qu'il faut pas avoir peur et que on est tous capables. Il faut pas rester avec des non-dits et du mal-être et j'aimerais aider des gens, quoi. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, le mouvement raélien continue d'exister. On dit Raël est au Japon, mais même en France, il y a des gens. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez réagi à une vidéo qu'on a postée sur le Crayon. On avait interrogé, alors sans le savoir, un Raélien qui était dans la rue. Donc aujourd'hui, il faisait sa profession de foi dans la rue en essayant de convertir d'autres personnes. C'en est où aujourd'hui le mouvement raélien ? Le mouvement raélien, ça continue. Alors peut-être que ça s'est un peu essoufflé en France, mais généralement, quand ça s'essouffle sur un continent, ça reprend de plus belle ailleurs. Mais ils sont toujours actifs, ils sont toujours présents, ils sont sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites attention avec vos enfants. Ils sont sur les réseaux sociaux et puis ils prônent toujours l'amour. Hein. Mais c'est légal de faire. Aujourd'hui, on peut avoir un raélien qui est dans la rue, qui en parle sur les réseaux sociaux. Alors, il me semble que le prosélytisme est interdit en France. Mais je pense que... Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, on distribuait des tracts avec le mouvement raélien, tout ça. Et après, on faisait des free hugs. On avait des grosses pancartes. Free hugs. Donc les gens venaient nous faire des câlins et puis on invitait à parler du mouvement comme ça. Ou à l'époque, on faisait des conférences et puis maintenant, ça doit être des conférences sur le bien-être ou des choses comme ça qui après vont amener... J'imagine, hein, c'est ce que je suppose. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je l'imagine comme ça. Mais c'est compliqué, je pense, aujourd'hui. Alors, bien sûr qu'ils portent leurs symboles, tout ça, qu'on peut les reconnaître, mais je pense pas qu'ils donnent un tract main à la main avec Raël, le symbole, tout ça. Je pense pas que ça se fasse, ça se fait différemment. On sait que le mouvement survivra à la mort de Raël ? Pas très longtemps après. Ah ouais ? Ça va durer encore quelques temps, mais je pense que ça va vite s'essouffler parce que la plupart des Raéliens sont là parce que Raël est là. Le jour où il va partir, il va y avoir plein de démissions. C'est sûr. Les Elohim ne viendront plus. Dans leur prisme à eux, ils viendront quand même. Même s'ils ont démissionné. Même s'ils ont démissionné. Et ça vous fait quoi, vous, de voir des Raéliens aujourd'hui dans la rue, justement je prends l'exemple du micro-trottoir que nous, on a diffusé. Quand vous voyez des personnes... Ça me fait que j'ai été à leur place. Que j'ai porté ce symbole, que j'étais fière de le porter et que j'étais dans ma vérité. Donc c'est compliqué parce que ça me ramène à moi. Après, en soi, ils sont pas méchants. Soit la personne que j'ai vue sur votre média, là, elle est pas méchante, je la connais. Et toute douce. Ah, vous la connaissez ? Bah oui, je la connais. Toute douce et toute gentille. Et puis elle a bien mis son symbole en évidence. Ça m'a rendu folle. Hein. Bah, d'ailleurs, j'ai pas été très tendre dans le message que je vous ai envoyé, je pense.
Non, non. Mais je suis honnête, hein, mais grâce à j'ai ça, pas été on se impolie retrouve par contre. aujourd'hui. J'ai Non, toujours été respectueuse, Bien mais sûr. je pense que j'ai été très froide et très cash. Mais je suis comme ça, hein, voilà. Mais parce que ça me ramène à moi ce que j'ai pu faire et ça me ramène au fait que moi aussi j'ai fait rentrer des gens dans cette secte. Ça c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et quel invité vous aimeriez que l'on reçoive dans un entretien prochain. Salut.